Bienvenue sur Hippocampe. Moi c'est Marie, votre hôte pour aujourd'hui et pour les prochains épisodes. Cette saison sera entièrement dédiée à la question du psychotraumatisme. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hippocampe Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de neuroatypie, et plus précisément du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Nous aborderons les liens entre ce trouble et le trouble de stress post-traumatique. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Terris. Fanny est psychologue, praticienne EMDR, elle est spécialisée en psychotraumatologie, neuropsychologie et troubles du neurodéveloppement. Elle a également créé le jeu thérapeutique Traumasphère, un outil conçu pour accompagner les psychologues et professionnels de la santé mentale dans leur travail avec des patients confrontés à des problématiques liées au psychotraumatisme. Nous parlerons plus en détail de ce jeu à la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver mon invité sur les réseaux sociaux sous le nom de Fanny Terris, psychologue. Je vous mets les infos en description et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Pour introduire cet épisode, peut-être que nous pourrions déjà définir de quoi parle-t-on quand on emploie le terme de neuroatypie. Est-ce que du coup tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'une neuroatypie ? Oui. Donc du coup la neuroatypie, ça va désigner des particularités dans le fonctionnement neurologique, cognitif, par rapport à ce qu'on considère comme neurotypique. Donc c'est-à-dire un fonctionnement majoritaire au sein de la population. Ces particularités, elles incluent des conditions comme le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TSA, trouble de spectre de l'autisme. On va avoir aussi tout ce qui est les troubles des apprentissages, donc les troubles 10. En tout cas, le terme neuroatypie, ça reflète une diversité des fonctionnements qui sont pas nécessairement des anomalies. Moi, j'aime bien reprendre ça, ou des déficiences à proprement dit, mais plutôt des variations dans la manière de percevoir, de traiter l'information, d'interagir avec son environnement. Et puis, ces variations, elles peuvent nécessiter forcément des adaptations spécifiques sur certaines situations de vie au quotidien, professionnel, scolaire. Mais voilà, moi, j'insiste sur le fait que ça ne doit pas être réduit à de simples étiquettes, comme on peut l'entendre parfois. Et puis, forcément, les recherches continuent de progresser, d'évoluer, en montrant qu'il faut vraiment une approche individualisée et accompagner chaque personne dans ses besoins au quotidien. Très bien, merci pour ces premiers éléments. Je te propose que aujourd'hui donc on fasse un focus plus particulièrement donc sur la question du TDAH. Est-ce que tu pourrais définir le TDAH et nous indiquer quels sont les signes les plus courants de ce trouble ? Le TDAH, du coup, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement, une condition neurodéveloppementale, j'aime pas trop utiliser le mot trouble, mais caractérisée par des particularités du coup dans l'attention, dans le contrôle des impulsions et parfois dans l'activité motrice. Donc d'où le avec ou sans hyperactivité. Après, c'est vrai que les termes employés pour définir cette condition en particulier, notamment le déficit de l'attention, ils sont parfois remis en question et de plus en plus en ce moment par les chercheurs, parce qu'en réalité, on se questionne sur le fait qu'il ne s'agirait pas forcément d'un manque d'attention, mais plutôt d'une difficulté à réguler ou à sélectionner son attention en fonction des priorités ou des tâches. Forcément, on va retrouver donc en termes de symptômes principaux ou de traits principaux, donc l'attention, les contrôles des impulsions et puis parfois l'agitation motrice comme on l'évoquait, et puis ça peut affecter aussi les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, c'est ce qui regroupe les compétences essentielles pour planifier, organiser, gérer son temps, réguler ses émotions, s'adapter à des situations nouvelles.
Et puis, ces fonctions, elles permettent de coordonner un peu nos actions pour atteindre un objectif. Et ça, parfois, dans le TDAH, ça peut être compliqué. Donc, par exemple, une personne avec un TDAH qui peut avoir des difficultés à initier une tâche, à terminer des petits détails, à adapter son comportement quand une situation imprévue survient. Et donc, en soi, c'est pas forcément une incapacité, mais c'est plutôt une variabilité qui peut compliquer le quotidien. Et puis parfois, donc une personne avec un TDAH, elle peut être aussi extrêmement concentrée. C'est un petit peu aussi pour casser le mythe d'une personne TDAH, c'est que quelqu'un qui peut pas se concentrer. Au contraire, on peut parfois en voir un hyper focus sur une activité qui intéresse beaucoup, tout en ayant du mal à maintenir une attention sur une tâche que la personne perçoit comme moins stimulante. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas les signes les plus courants, donc on va être cette tendance à être facilement distrait, des oublis fréquents, des comportements impulsifs, une agitation mentale ou physique. Et donc c'est assez complexe et puis chaque profil est différent. Est-ce que tu peux nous dire si on connaît l'origine de ce trouble ? Il y a pareil, les études continuent là-dessus. On a des facteurs qui se distinguent un peu des autres, dans le sens où on sait déjà que c'est présent depuis l'enfance et que c'est souvent influencé quand même par des facteurs génétiques. Donc ce qui signifie que s'il y a des particularités cérébrales dès l'enfance, et par conséquent on enlève toutes les thèses au niveau du vaccin, etc., comme on a déjà pu entendre, ou d'une mauvaise éducation de la part des parents. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de génétique. Et puis, les études montrent aussi que on retrouve parfois des choses dans les gènes, etc. D'accord. En effet, donc ce qui veut dire qu'on peut retrouver cette particularité-là donc chez les membres d'une même famille. Est-ce que tu pourrais nous dire comment toi, en tant que psychologue, tu vas différencier les symptômes donc d'un TDAH, d'autres manifestations, donc d'un trouble par exemple lié au traumatisme, comme le trouble de stress post-traumatique ? Donc, il faut savoir que c'est deux conditions différentes, dans le sens où le trouble de stress post-traumatique, on va être dans une réponse psychologique et neurobiologique face à un ou plusieurs événements traumatiques vécus, qui va du coup être déclenchée, en tout cas cette réponse-là, elle va être déclenchée par une expérience perçue comme menaçante, dépassant les capacités de la personne d'adaptation, par exemple un accident, une agression, des traumatismes complexes pendant l'enfance, etc. Et puis là, on va avoir du coup tous les mécanismes qui impliquent des circuits cérébraux spécifiques, donc l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Alors que le TDAH, pour le coup, on est dans une condition qu'on appelle neurodéveloppementale. Donc ça veut dire présente dès l'enfance, souvent influencée par des facteurs génétiques comme on l'évoquait, et du coup des différences plutôt dans le fonctionnement des neurotransmetteurs, notamment la dopamine, la noradrénaline. Donc effectivement, on est sur deux choses différentes. Et puis les particularités, elles vont surtout toucher principalement le cortex préfrontal dans le TDAH, et du coup qui est responsable des fonctions exécutives qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça se différencie autant dans l'origine que dans les symptômes. Les symptômes sont différents. Enfin, dans le trouble de stress post-traumatique, on va avoir du coup des reviviscences, de l'évitement, des intrusions, des images intrusives du coup, des flashbacks, des cauchemars, une altération émotionnelle, cognitive, avec du coup des pensées négatives sur soi, sur le monde, de la culpabilité, du détachement. On peut retrouver une hyperactivation, plus dans l'aspect hypervigilance, irritabilité, difficulté de sommeil, de concentration aussi. Donc effectivement, parfois on retrouve des choses qui se recoupent entre ces deux conditions. Et le TDAH, on va plus être sur des symptômes d'inattention, d'hyperactivité, d'impulsivité. Et ces symptômes-là, ils sont constants dans le TDAH. Alors que même si bien sûr on peut observer des variations en fonction de l'humeur, en fonction de l'âge, etc. Alors que dans le trouble de stress post-traumatique, ces symptômes-là, ils sont plutôt contextuels. C'est-à-dire qu'ils vont être déclenchés par justement des déclencheurs qui sont liés au trauma. Merci pour ces éléments qui nous permettent de voir qu'il y a en effet à la fois des similitudes, à la fois des différences dans ces deux troubles.
Est-ce que le fait d'avoir vécu un ou plusieurs traumatismes, peut-être notamment durant l'enfance, peut influencer l'apparition ou l'intensité d'un TDAH? Alors, l'apparition, non. Comme on l'évoquait, vu que c'est une condition au niveau de l'origine qui est neurodéveloppementale. Mais par contre, l'intensité, oui. Dans le sens où on va retrouver que le traumatisme ne peut pas provoquer l'apparition d'un TDAH, mais le vécu de traumatisme, dans l'enfance particulièrement, va influencer l'intensité des manifestations du TDAH et du coup va rendre certaines particularités encore plus visibles et du coup plus difficilement gérables. Donc si on reprend un petit peu cet exemple-là au niveau des circuits cérébraux, on va avoir par exemple le stress chronique ou les événements traumatiques qui vont modifier ces circuits-là qu'on a évoqués, amygdale, hippocampe, cortex préfrontal, qui vont être impliqués dans la gestion des émotions, l'intention, la gestion des comportements. Et ça, c'est des domaines qui sont déjà impactés dans le TDAH. Donc forcément, ça peut s'amplifier. Ça peut amplifier les comportements comme l'impulsivité, accentuer les difficultés de concentration ou du coup avoir encore plus de mal à pouvoir se réguler au niveau émotionnel. Et donc on va pouvoir observer du coup chez une personne avec un TDAH une hypervigilance qui va être d'autant plus accrue ou des réactions émotionnelles qui vont être amplifiées et du coup peut-être parfois des difficultés à trouver des stratégies d'adaptation face au stress. D'accord, et inversement, est-ce que le fait d'avoir un TDAH peut influencer la manière de vivre et de se remettre d'un événement traumatique et donc de potentiellement développer un trouble de stress post-traumatique? Alors, les difficultés de régulation émotionnelle dont on parlait, associées au TDAH, elles peuvent intensifier du coup les réactions émotionnelles face à un traumatisme. Donc du coup, ça va rendre ces réactions plus difficiles à apaiser. Par exemple, une personne avec un TDAH qui peut ressentir des émotions très intenses, ce qui n'est pas forcément dû au TDAH, mais au niveau de la régulation émotionnelle, des émotions très intenses, et qui du coup va avoir du mal à les moduler ou à prendre du recul lorsqu'un événement traumatique survient. On va avoir aussi du coup certains traits du TDAH, comme l'impulsivité ou une recherche de stimulation à un moment donné, qui peuvent conduire parfois à des situations où il y a un risque d'exposition à des événements traumatiques qui est un peu plus élevé. On va prendre l'exemple par exemple de comportements impulsifs ou de prise de décision un peu rapide qui peuvent augmenter la possibilité du coup de se retrouver dans des environnements stressants ou dangereux et pas en adéquation avec ce que la personne est capable de gérer à ce moment-là. Et puis après, ça va jouer peut-être aussi sur l'intégration à proprement dit du trauma. C'est-à-dire que les particularités attentionnelles du TDAH, donc le fait d'être distractible ou de la difficulté à rester concentré, ça peut un peu compliquer, on va dire, le traitement d'un trauma, dans le sens où il y a des personnes qui vont avoir un petit peu de mal à avoir accès à leurs émotions ou à les verbaliser, ceci dit. Et du coup, ça peut freiner un petit peu le processus thérapeutique dans le sens où ça signifie pas qu'elles peuvent pas se rétablir d'un trauma, mais plus que l'accompagnement va nécessiter des ajustements spécifiques pour répondre aux particularités. Me vient une question sur la fréquence de ce trouble. Est-ce que tu connais le pourcentage de la population qui serait touchée par le TDAH ? Alors, ça varie un petit peu au niveau des études. En tout cas, on va avoir une prévalence mondiale au niveau du TDAH qui va être estimée environ à 5 à 7%. Ça, c'est les méta-analyses qui évoquent ça. En France, les estimations elles vont varier entre 3 et 5% sur des enfants plutôt d'âge scolaire. On remarque que les garçons sont plus souvent diagnostiqués avec un TDAH. Alors, ça ne veut pas dire que les filles, qu'il y a moins de filles, mais c'est juste que on retrouve plus de capacités d'adaptation et de camouflage chez les filles que chez les garçons. Donc, ça peut passer un peu plus inaperçu. Et alors, ça, c'est toujours le truc qui me
qui me chagrine un peu, c'est que on se bat pour dire qu'il n'y a pas que les enfants qui sont TDAH, que le TDAH ça dure toute la vie et que c'est pas parce que on en parle plus pendant l'enfance que c'est pas présent à l'âge adulte. Et les études nous montrent aussi du coup que environ 2,5% des adultes présentent un TDAH qu'on nomme persistant. Alors ça veut pas dire que le TDAH ne peut pas persister, pardon. C'est juste que les symptômes peuvent se stabiliser en grandissant. Mais du coup, parfois de lire ça peut faire penser que c'est présent que chez les enfants, alors que non, c'est présent tout le temps. C'est juste que c'est la régulation et la compensation des symptômes qui se stabilisent ou pas, bien sûr, au niveau de la prise d'âge. Et j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi pas diagnostiquées. Oui, il y a des personnes qui sont pas diagnostiquées. Alors, j'aurais tendance à évoquer un petit peu le cas des femmes en premier, où étant donné qu'il y a souvent des comorbidités fréquentes. Donc, comorbidité, c'est la présence de troubles qui peuvent coexister avec un même trouble. On sait qu'avec le TDAH, on peut retrouver plus facilement des troubles anxieux, généralement dans 30% des cas, mais aussi des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc, parfois, ça ne facilite pas la détection, en tout cas le diagnostic. Et parfois, on se trompe de diagnostic où l'un prend la place de l'autre. Donc tu parlais à l'instant de comorbidité. On va maintenant aborder l'hypothèse d'une personne donc, qui serait concernée en effet par ces deux troubles. Comment les symptômes de l'un peuvent-ils influencer les symptômes de l'autre ? Quand le TDAH va exister avec un trouble de stress post-traumatique, les manifestations, elles peuvent interagir de manière assez complexe et s'intensifier mutuellement, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais prendre l'exemple des intrusions, donc des images intrusives ou même des flashbacks qu'on peut retrouver dans le trouble de stress post-traumatique, qui vont venir perturber davantage l'attention chez quelqu'un qui parfois a du mal à rester attentif. Si en plus on rajoute des images intrusives ou des flashbacks qui font que là il se désengage de ce qu'il est en train de faire pour accueillir ce qui vient en lui, ça va perturber la concentration, l'attention, et puis du coup la personne peut vite se retrouver dans un état de surcharge cognitive où la gestion des deux ensemble ça devient particulièrement difficile. Et puis à l'inverse on peut retrouver des particularités qui sont liées au TDAH, comme l'impulsivité, la difficulté à anticiper les conséquences, là qui peuvent compliquer la gestion des déclencheurs traumatiques, dans le sens où une réaction impulsive face à un souvenir traumatique va pouvoir renforcer le sentiment de perte de contrôle ou accentuer l'hypervigilance qui est assez typique. Mais du coup, vu que c'est assez intense à ce moment-là, la personne peut penser qu'elle n'a pas les capacités ou les ressources nécessaires pour faire face à ce qui se passe sur le moment. Donc c'est pour ça, on va dire que ces interactions, elles vont créer un petit cercle vicieux où chaque condition influence négativement l'autre. Et c'est pour ça que l'accompagnement, il doit être global. Tenir compte des spécificités des deux conditions pour éviter qu'un traitement destiné à soulager l'un des aspects aggrave l'autre etc. Ou inversement plutôt. On va aborder maintenant les pistes de solutions. Peut-être avant d'aller plus loin là-dessus, est-ce que déjà tu pourrais nous dire si une personne écoute ce podcast et qu'elle se pose des questions sur le TDAH, quelle démarche elle peut entreprendre ? Donc déjà, si on se pose une question, alors moi je rappelle toujours que, étant donné qu'on est dans une société où on a accès à plein d'informations, bien sûr qu'on peut être exposé du coup à des choses qui peuvent nous faire écho, et qu'il n'y a pas de mauvaise consultation à partir du moment où on se questionne sur quelque chose, quand bien même c'est pas ça, allons-y, parce que ça permettra au pire d'aller sur autre chose et de comprendre comment on fonctionne, ou au mieux d'affirmer que c'est bien ça qui est présent et puis de trouver une prise en charge adaptée. Donc le premier point entre guillemets, ça va être de prendre conscience et puis de nommer ses difficultés, donc d'identifier les signes, de se poser la question de ok, ça me fait penser à ça, effectivement j'ai du mal à me concentrer, et pourquoi j'ai autant de mal à m'organiser, etc. Et puis après, ça va être de consulter un professionnel, donc prendre un rendez-vous
parfois avec son médecin généraliste qui sont un peu les professionnels de première ligne, à qui on peut s'orienter et puis faire un point général et orienter si nécessaire. Donc de ne pas hésiter à exprimer ses doutes, à poser des questions. Et puis, on peut avoir une évaluation plus spécialisée, c'est-à-dire une orientation vers un psy, un neuropsy, ou là, du coup, une évaluation des comportements et puis de ce que la personne vit au quotidien, donc une analyse clinique, au final, va être proposée. Alors, c'est vrai qu'on proposait souvent avant des tests standardisés sur les fonctions exécutives, sur l'attention. Les recommandations de bonne pratique nous parlent plus aujourd'hui d'une évaluation clinique et vraiment d'un entretien, un entretien diagnostique où on va investiguer plein de sphères et ce depuis l'enfance pour vraiment voir si c'est quelque chose qui dure et qui impacte significativement le quotidien. Et puis du coup après on a ce bilan global où on va prendre en compte l'histoire personnelle, les antécédents, les manifestations pour recevoir du coup un retour après, un écrit, soit pour confirmer le diagnostic ou ne pas le confirmer. Et pour recevoir aussi des recommandations, qu'elles soient thérapeutiques, des stratégies au quotidien, une prise en charge. Voilà. D'accord, donc j'entends qu'il n'y a plus forcément donc, ces notions de test, mais plutôt d'entretien clinique qui vont permettre du coup professionnels peut-être d'établir une sorte d'hypothèse pré-diagnostique avant confirmation par un médecin. Effectivement, en France, c'est les médecins qui posent des diagnostics. Nous, en tant que psy ou neuropsy, on n'a pas le droit de poser un diagnostic. On peut émettre une hypothèse diagnostique. Mais effectivement, on se rend compte, même si il y a des exceptions, que les tests pour les adultes ne sont pas si sensibles que ce qu'on aimerait qu'ils soient pour vraiment déceler à 100% un déficit au niveau attentionnel ou exécutif. Merci pour ces éléments concernant le diagnostic. Donc dans l'hypothèse où ce diagnostic se confirme pour une personne, quelles sont les pistes de solutions et de soins pour accompagner cette personne par rapport à son TDAH? Alors le traitement, il va reposer sur plusieurs approches qui vont combiner des interventions comportementales, éducatives et, si nécessaire, médicamenteuses. Donc les médicaments, on va avoir les stimulants, donc le méthylphénidate, qui va être utilisé pour réguler l'attention, l'impulsivité, et puis ces molécules-là vont agir sur les circuits cérébraux qui sont impliqués dans la régulation cognitive, mais ils conviennent pas à tout le monde et ils doivent toujours être associés à d'autres formes d'accompagnement. Enfin, seuls les médicaments pour gérer ça au quotidien, c'est pas ce qui est préconisé en tout cas. On va avoir les approches comportementales qui visent du coup plus à structurer le quotidien, mieux gérer les tâches, les priorités, par exemple l'utilisation d'aides visuelles, des plannings, des rappels, qui peut aider à compenser du coup les difficultés liées aux fonctions exécutives. Et puis on va travailler aussi beaucoup sur la régulation émotionnelle parce que c'est un aspect important dans le TDAH. Apprendre des techniques pour mieux gérer les moments de surcharge émotionnelle, pour aider la personne aussi à avoir accès un peu plus à ses ressources. Ça peut faire une vraie différence. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel vraiment de personnaliser. Ce qui est bon pour un n'est pas bon pour l'autre. C'est vraiment du cas par cas. Et puis les stratégies les plus efficaces, ça varie en fonction des personnes. Pour moi, l'objectif, c'est d'accompagner le fonctionnement naturel de la personne plutôt que d'essayer de le modifier. Enfin voilà, on part du principe qu'il y a ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et pas qu'est-ce qu'on fait pour enlever ça finalement. En effet, ta vision des choses me parle beaucoup et j'avais entendu dans un autre podcast la notion de performance et de comment permettre à la personne TDAH d'être performante dans son quotidien et au regard de la société. Et il me semble en effet plus juste de l'accompagner vers un mieux-être et vers plutôt des objectifs qui lui correspondent. C'est ça. C'est pas rajouter une pression sociale supplémentaire parce que là, on rajoute une problématique à la prise en charge du coup.
Quelles vont être les spécificités d'accompagnement pour une personne qui va être concernée donc à la fois par le TDAH et par le trouble de stress post-traumatique? On va proposer une approche qui va être assez progressive en soi. En général, moi, je dirais qu'il est plus utile quand même de commencer par travailler les aspects du trouble de stress post-traumatique, en tout cas les aspects les plus invalidants. J'entends les intrusions, l'hypervigilance, les flashbacks, les réactions émotionnelles très intenses. Et pour ça, on a des thérapies comme le MDR, comme la TCC, la thérapie cognitive et comportementale, qui sont particulièrement efficaces. C'est ce qui est recommandé. Après, comme je le dis souvent, pour moi, la meilleure thérapie, c'est l'alliance thérapeutique, au-delà du courant des thérapies qui sont proposées par le professionnel. Mais effectivement, le MDR et la TCC sont quand même bien préconisés quand il y a un trouble de stress post-traumatique. Et puis, une fois que ces aspects-là, ils sont stabilisés, ou en tout cas que la personne arrive à mieux les gérer au quotidien, on va pouvoir plus se concentrer sur les particularités qui sont liées au TDAH. Donc ça va inclure un petit peu comme ce qu'on disait, des outils concrets pour organiser le quotidien, des techniques de structuration, des techniques pour mieux gérer les distractions, etc. Et puis je rajouterais quand même quelque chose qui me paraît en tout cas primordial, ça va être l'éducation thérapeutique du patient, donc ce qu'on appelle la psychoéducation en psychologie. Donc ça va être vraiment aider la personne à mieux comprendre déjà comment ces deux conditions-là elles interagissent, et puis qu'est-ce que c'est et comment c'est chez la personne aussi. Et puis du coup lui fournir des outils pour adapter son environnement à ses besoins. Donc effectivement, ça nécessite généralement de respecter le rythme de la personne, d'éviter de trop surcharger avec trop d'interventions en même temps, mais vraiment de cibler les priorités et puis de faire au fur et à mesure. Merci beaucoup Fanny pour tous ces éléments. Est-ce que avant de conclure donc, et de parler un petit peu plus de ton jeu, est-ce que tu aimerais rajouter quelques mots à cette thématique du jour ? Je dirais, dans tous les cas, ça c'est un truc un peu global qu'on pourrait sûrement généraliser à d'autres thèmes, mais dans tous les cas, peu importe les traits, les symptômes, de pas rester seul avec ça, d'en parler à des proches, même pour commencer, ou se renseigner sur les réseaux sociaux, surtout si la démarche semble un peu difficile ou intimidante ou pas accessible parce que pas de professionnel qualifié spécialisé plutôt proche de la personne, et puis d'aller à son rythme vraiment, parce que la prise de conscience elle peut être un peu déroutante dans le sens où quand on reçoit un diagnostic par exemple de TDAH à l'âge adulte, ça vient un petit peu faire repenser à toute l'histoire, etc. Et puis on réapprend à comprendre quelque chose de nouveau en nous. Donc vraiment pas rester seul et puis aller à son rythme. Super. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de ton jeu, donc du jeu thérapeutique que tu as créé, qui, il me semble, s'appelle Traumasphère ? Donc oui, c'est Traumasphère, c'est ça. Donc Traumasphère, c'est un outil thérapeutique que j'ai conçu, que j'ai pensé pour accompagner les grands ados et les adultes dans l'exploration et dans la verbalisation de leur expérience traumatique. Cet outil va permettre aux patients de naviguer un peu à travers les différentes dimensions du trauma de manière progressive et sécurisante, donc avec des professionnels qualifiés pour accompagner le trauma. Et puis il s'appuie sur une structure qui guide les échanges et qui offre du coup un cadre clair pour aborder les souvenirs difficiles, les émotions associées, les schémas de pensée qui peuvent en découler forcément. Donc ça va être sous forme de cartes, plusieurs blocs de cartes. Donc j'ai pensé du coup à intégrer les cartes informations qui reprennent toutes les caractéristiques à savoir sur le trauma. Les cartes symptômes et émotions, donc qu'est-ce que la personne peut vivre avec un trauma. Les cartes de croyances limitantes et du coup les cartes de croyances alternatives. Donc les croyances limitantes, ça va être
les schémas de pensée justement qui vont se mettre en place après avoir vécu un traumatisme. Et puis les croyances alternatives, ça va être les pensées qui peuvent être justement un peu plus fonctionnelles et plus rationnelles que ce que le trauma essaye de nous faire croire, en tout cas. Les cartes de régulation émotionnelle, parce qu'effectivement, c'est important de travailler sur la régulation émotionnelle, et aussi les cartes sur les ressources, parce qu'on a tous des ressources et à des moments donnés, on n'y a pas accès ou on pense ne plus en avoir, alors qu'il suffit juste d'aller les chercher et de savoir que c'est OK si on n'y a pas accès, mais qu'on peut trouver d'autres solutions pour en créer d'autres ou avoir accès à des choses qu'on pensait un peu enfouies. Et puis les cartes du coup de mise en pratique pour essayer de faire le lien un petit peu entre la séance, ce qui est proposé en séance, et puis ce que le patient peut expérimenter en dehors des séances pour avoir cette continuité-là qui me paraît importante. Donc vraiment l'objectif principal de Traumasphère, c'est d'aider les patients à mieux comprendre déjà l'impact de leur expérience traumatique, tout en travaillant sur leurs ressources qu'ils possèdent déjà ou qu'ils peuvent développer pour aller mieux. Et c'est un outil qui permet de rendre un peu plus tangible certains processus un peu abstraits, comme le lien entre les émotions, les pensées, le comportement. Donc voilà, toujours adapté au rythme de chaque patient. Donc plutôt une approche intégrative en soi, parce qu'il peut être utilisé dans différents cadres thérapeutiques, qu'il s'agisse de thérapie individuelle, de groupe, avec divers types de traumas, y compris les traumas complexes. Et voilà, je suis heureuse de constater qu'il trouve sa place dans plein de pratiques en ce moment, et c'est une belle réussite pour moi. Cet épisode touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Fanny Théris pour ses réponses claires, humaines et éclairantes. Je crois que j'ai particulièrement apprécié que Fanny nous invite à nous renseigner sur ce sujet ou sur les sujets en santé mentale qui nous questionnent. On entend souvent parler de la question des étiquettes, du fait que les personnes, à l'heure des réseaux sociaux notamment, se reconnaissent et s'identifient dans plusieurs troubles. C'est quelque chose qui, il me semble, peut être parfois contesté. Et peut-être, sans doute, parfois à juste titre. Néanmoins, n'oublions pas que ces sources d'informations peuvent être des portes d'entrée pour réfléchir, se renseigner, se questionner et parfois oser plus facilement ensuite pousser la porte d'un ou d'une professionnelle de santé. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker mon podcast et de lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela permet à mon travail d'être d'autant plus visible. À très vite.